Médecin raciste ignore un patient noir, le patient prend le contrôle de l'hôpital. L'hôpital bourdonnait du chaos habituel d'un après-midi ensoleillé. La salle d'attente était un flou de mouvements impatients. Des parents apaisant leurs enfants, des patients serrant des fiches de renseignement, et le bruit aigu des bips de pagers résonnant dans l'air stérile. Les infirmières se dépêchaient entre les salles, leur efficacité contrastant vivement avec la lenteur de la liste d'attente. Au milieu de cette ruche d'activité, un patient noir entra, son langage corporel un mélange de malaise et de résilience tranquille. Il se tenait la taille, visiblement souffrant, en s'approchant de l'accueil. Après avoir rempli les papiers nécessaires, le patient s'assit dans un coin de la pièce, ses yeux scrutant les autres occupants. Chaque grimace, chaque mouvement sur sa chaise racontait une histoire d'urgence. Mais à mesure que les minutes se transformaient en 1 heure, il devenait clair que son état n'était pas traité avec la même immédiateté que celui des autres. Un à un, les patients arrivés après lui furent appelés, leur nom annoncé avec une indifférence mécanique. Les lèvres du patient se serrèrent, mais il resta silencieux, ne voulant pas perturber l'ordre soigneusement maintenu de l'hôpital. Au milieu de l'attente, un médecin blanc passa, sa blouse blanche symbole immaculé d'autorité. Son regard se posa brièvement sur le patient noir avant de se détourner, son expression d'une neutralité appliquée masquant une indifférence subtile. Pour lui, il n'était qu'un autre dossier, un autre nom dans le système, son inconfort visible ne suscitant aucune inquiétude. Une infirmière s'approcha de lui murmurant quelque chose, et il secoua légèrement la tête avant de continuer, passant devant la salle d'attente sans un regard de plus. Le patient remarqua cette interaction mais ne dit rien, ses yeux le suivant jusqu'à ce qu'il disparaisse dans un couloir. D'autres patients commencèrent à remarquer la disparité. Certains murmurèrent, leurs regards oscillant entre le patient et le comptoir d'accueil. D'autres évitèrent de regarder, leur malaise évident. Malgré la prise de conscience croissante, personne ne réagit, l'atmosphère étant lourde de complicité tacite. La résolution du patient commença à se durcir. Il se leva de sa chaise, grimaçant sous l'intensification de la douleur. Une infirmière, voyant son inconfort, s'approcha mais hésita avant de parler. « Le médecin va vous voir bientôt », dit-elle d'un ton poli mais creux. C'était une réassurance que le patient avait déjà entendue plusieurs fois. Mais aucune action concrète n'avait suivi. La tension dans la pièce était palpable lorsque le patient se leva enfin, son calme cédant la place à une détermination mesurée. S'approchant du comptoir d'accueil, il demanda calmement mais fermement des explications sur le retard. Le membre du personnel jeta un coup d'œil nerveux à l'écran de l'ordinateur avant de marmonner quelque chose à propos d'une erreur de planification. L'excuse semblait fragile, presque répétée. D'autres patients tournèrent la tête, certains acquiesçant silencieusement à la frustration visible du patient. Dans les couloirs du pouvoir de l'hôpital, le médecin blanc poursuivait ses rondes, son attitude dédaigneuse inchangée. Pour lui, le patient noir n'était qu'un autre cas anonyme, un cas qui pouvait attendre indéfiniment. Il ne réalisait pas que ce moment de négligence allait bientôt déclencher une série d'événements qui remettraient en question non seulement son autorité, mais aussi le tissu même de l'institution. Le patient noir, cependant, n'était pas étranger au mépris systémique. Sa vie avait été une série de batailles contre les préjugés, chaque confrontation aiguisant sa détermination plutôt que de la briser. Alors qu'il retournait s'asseoir, il résolut que ce ne serait pas la fin de l'histoire. Il était peut-être venu à l'hôpital chercher un traitement, mais il était maintenant déterminé à en sortir avec justice. Sans que le médecin ne le sache, les bases mêmes de la culture de l'hôpital étaient sur le point de faire face à un défi implacable, un défi qui résonnerait dans ses couloirs pendant des années. Le patient noir, bien que vêtu de manière modeste, dégageait une aura de dignité et de force. Sous son apparence modeste se cachait une histoire de résilience et de réalisation remarquable. Il avait construit sa vie par une détermination sans faille, peut-être en tant qu'entrepreneur à succès, investisseur perspicace ou philanthrope engagé. Ces réalisations n'étaient pas seulement un témoignage de son intelligence et de son travail acharné, mais aussi de son engagement inébranlable à surmonter les barrières systémiques. Malgré son succès, il était resté profondément connecté à ses racines, consacrant son temps et ses ressources à l'épanouissement de sa communauté. Ils avaient établi des bourses pour les étudiants défavorisés, financé des initiatives de santé communautaire ou peut-être diriger des programmes de mentorat pour la prochaine génération de leaders. Pour eux, le succès n'était pas seulement une question de gain personnel, mais de création de voies pour que d'autres puissent suivre. Pourtant, malgré leurs réalisations, le patient faisait souvent face à l'ombre persistante des préjugés, des attitudes dédaigneuses, des exclusions subtiles et des discriminations flagrantes qui tentèrent de miner leurs valeurs. Ce n'était pas la première fois qu'ils rencontraient quelqu'un qui ne voulait pas voir au-delà de leur apparence. La visite d'aujourd'hui à l'hôpital avait été une routine en théorie, mais le patient savait mieux que d'attendre une expérience simple.
Ils avaient ressenti le poids des préjugés dans de nombreux contextes auparavant, et les regards indifférents du personnel et des autres patients dans la salle d'attente leur étaient bien trop familiers. Pourtant, ils restaient calmes, leur calme extérieur masquant la fatigue de devoir constamment se prouver. D'un autre côté, le médecin blanc représentait un archétype trop courant dans les institutions où l'autorité n'est souvent pas remise en question. Son costume impeccablement taillé sous la blouse blanche et sa démarche confiante projetèrent de la compétence, mais ses actions peignaient un tableau différent. Il s'était forgé une réputation au sein de l'hôpital, non pas pour son expertise médicale, mais pour son mépris flagrant des patients, qui ne correspondait pas à son idéal personnel de importance. Pour lui, les patients n'étaient pas des individus avec des histoires et des luttes. Ils étaient des dossiers, des cas à traiter en fonction de la commodité ou de ses préférences. Il avait un historique d'ignorance des besoins des patients marginalisés, justifiant subtilement ses préjugés sous le prétexte du triage. Ses collègues, conscients de ces tendances, choisissaient souvent le silence plutôt que la confrontation, méfiant du friction que cela pourrait créer dans le milieu de travail. Des plaintes avaient déjà émergé, mais sa seniorité et le manque de responsabilité de l'institution lui permettaient de les balayer sans conséquence. Le biais du médecin n'était pas toujours manifeste. Il l'exerçait de manière subtile, difficile à identifier. Un ton dédaigneux, ici, un retard inutile, là, une décision de privilégier quelqu'un d'autre, au lieu d'un patient qu'il jugeait moins méritant. Ces micro-agressions s'accumulaient, créant une hiérarchie tacite dans le traitement des patients à l'hôpital. Aujourd'hui, il aperçut le patient noir dans la salle d'attente et prit une décision. Il relégua leur inconfort au statut de moindre urgence par rapport aux autres. Il ne s'agissait pas de leurs besoins médicaux, mais de sa perception de leur valeur. Son regard vers la réceptionniste, son haussement d'épaule indifférent à l'interrogation de l'infirmière. Toutes ces actions formaient un récit de négligence. Mais cette fois, le patient n'était pas juste un autre visage anonyme à écarter. Ce ne serait pas un moment de préjugés fugaces qui resterait sans réponse. Le mépris habituel du médecin allait entrer en collision avec une force bien plus grande que ce qu'il avait anticipé. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était que ce patient ne cherchait pas seulement des soins médicaux. Il allait maintenant exiger des comptes et initier une transformation que l'hôpital avait désespérément besoin de vivre. L'hôpital bourdonnait d'un air d'urgence, mais pour le patient noir assis dans la salle d'attente, le temps semblait s'étirer. Cela faisait des heures qu'il attendait, leur inconfort croissant, tandis que d'autres patients avec des problèmes apparemment moins critiques étaient pris en charge. Chaque minute qui passait soulignait les regards dédaigneux et les échanges murmurés du personnel auquel ils avaient dû faire face tant de fois auparavant. Enfin, rassemblant leur patience et leur détermination, le patient s'approcha du comptoir. Poliment, ils demandèrent des informations sur leur tour, expliquant la gravité de leurs conditions. La réceptionniste, visiblement mal à l'aise, hésita avant de répondre que le médecin était extrêmement occupé. L'excuse semblait vide, surtout lorsque le patient observa le même médecin discuter tranquillement avec un autre patient quelques instants plus tard. Prenant une grande inspiration, le patient décida d'aborder le problème directement. Ils s'approchèrent du médecin qui était dans le couloir, un dossier à la main, parlant avec un collègue. « Excusez-moi, docteur, dirent-ils fermement mais poliment, cela fait des heures que j'attends et ma condition nécessite une attention. Pourriez-vous consulter mon dossier ?» Le médecin les regarda avec un mélange d'agacement et d'indifférence. Son ton était sec, ses mots dédaigneux. « Il y a d'autres patients avant vous, vous devrez attendre votre tour. » Le patient, maintenant calme, répondit « Je suis ici depuis plus longtemps que la plupart des autres patients que vous avez vus. Ma condition est sérieuse et nécessite une attention immédiate. » Le médecin soupira, son irritation désormais évidente. « C'est moi qui décide de ce qui est sérieux. Peut-être auriez-vous dû aller dans un autre établissement si vous êtes pressé, dit-il, un sourire condescendant se formant sur ses lèvres. Ses mots étaient tranchants, son langage corporel dédaigneux, comme si la présence du patient était une gêne plutôt qu'une responsabilité. La humiliation était cuisante, mais la détermination du patient ne fit que se renforcer. Ils choisirent de ne pas s'engager davantage, reconnaissant qu'argumenter à ce moment-là ne servirait à rien. Au lieu de cela, ils se tournèrent et quittèrent l'hôpital, la tête haute malgré la douleur dans leur poitrine, pas à cause de leurs conditions, mais à cause du mépris flagrant qu'ils venaient d'expérimenter. En sortant, des murmures commencèrent à se propager dans la salle d'attente. D'autres patients et membres du personnel avaient été témoins de l'échange, leur malaise visible. Une infirmière se pencha vers une collègue et murmura « Ce n'était pas correct. Il aurait au moins pu regarder leur dossier. » Un autre patient chuchota « Pourquoi les traiter comme ça? Ce n'est pas juste. » Mais malgré les murmures de désapprobation, personne n'intervint. Le système qui protégeait l'autorité du médecin et permettait ses préjugés maintenait tout le monde dans le silence. Dehors, le patient s'arrêta, prenant une profonde inspiration pour se ressaisir.
La humiliation était lourde, mais ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ils avaient déjà fait face à la discrimination, étaient sous-estimés, rejetés, exclus. Cependant, cette fois, quelque chose était différent. Ils n'allaient pas simplement l'accepter et passer à autre chose. C'était un tournant. Avec leur réseau de connexion, leurs ressources et une détermination inébranlable, ils commencèrent à passer des appels. Ils documentèrent l'expérience, contactant des groupes de défense des droits, des leaders communautaires et même des figures influentes dans le secteur de la santé. Il était temps de mettre en lumière les échecs systémiques qui avaient permis à un tel comportement de persister. La force tranquille et la détermination du patient transformèrent le rejet du médecin en catalyseur du changement. Ce qui avait été un moment de cruauté et de préjugés allait bientôt devenir la base d'une transformation dont l'hôpital avait désespérément besoin. Les jours suivants apportèrent un tourbillon de développements inattendus pour le personnel de l'hôpital. Les murmures remplissaient les couloirs, alimentés par une annonce surprenante. L'hôpital avait été acheté par un nouvel actionnaire majoritaire. Des réunions furent programmées, des mémos circulèrent, et un air de curiosité et d'incertitude pesait sur l'établissement. La vérité frappa comme un éclair. Le patient noir, que beaucoup avaient ignoré ou rejeté, fut révélé comme une figure influente dans l'industrie de la santé. Ils étaient un investisseur de renom, profondément engagé dans l'avancement d'un traitement équitable dans les soins médicaux. Ce n'était pas simplement un achat, c'était une déclaration. La nouvelle de l'acquisition se répandit rapidement. Pour de nombreux membres du personnel, cela fut une révélation qui suscita à la fois choc et admiration. « Tu as entendu ?» murmura une infirmière à sa collègue dans la salle de pause. La personne que le docteur Carter a rejetée est maintenant le propriétaire de l'hôpital. Imagine ce qui doit se passer dans sa tête. Le docteur Carter, le médecin senior qui avait si clairement ignoré le patient, était abasourdi. La confiance arrogante qui avait autrefois défini ses interactions avait été remplacée par un malaise visible. Il n'avait jamais imaginé que ses actions discriminatoires reviendraient aussi vite le hanter, et aussi publiquement. Lorsque l'identité du patient lui parvint, son esprit s'emballa dans la panique. Il rejoua l'incident dans sa tête, chaque remarque condescendante et chaque action dédaigneuse devenant maintenant évidente dans son inappropriation. Une réunion d'urgence fut convoquée et le personnel de l'hôpital se rassembla dans la salle de conférence. Lorsque le nouveau propriétaire entra, un murmure collectif de reconnaissance se fit entendre. L'ancien patient, désormais debout avec confiance devant la salle, s'adressa au personnel d'une voix calme mais autoritaire. « Je me tiens devant vous, non seulement en tant que nouveau propriétaire de cet hôpital, commença-t-il d'une voix ferme, mais en tant que personne ayant vécu de première main les préjugés qui persistent dans notre système de santé. Mon objectif ici n'est pas seulement d'améliorer le fonctionnement, mais de transformer cet établissement en un lieu où chaque patient, quelle que soit son origine, reçoit la dignité et les soins qu'il mérite. » Le docteur Carter, assis au fond de la salle, se tortillait sur sa chaise. Ses collègues évitèrent de son regard, conscients de la tension qui pesait sur lui comme un nuage. Le nouveau propriétaire ne le désigna pas immédiatement, mais le sous-texte de ses paroles laissa peu de place au doute. Ses actions n'étaient pas passées inaperçues. « J'ai examiné les dossiers de cet hôpital », poursuivit le propriétaire. « J'ai vu des comportements qui ne sont pas seulement non professionnels, mais nuisibles. Le changement n'est pas optionnel. Il était nécessaire. » À la fin de la réunion, les dynamiques de pouvoir au sein de l'hôpital avaient clairement changé. L'ex-dominant Dr Carter ressentait maintenant le poids de la responsabilité qui pesait sur lui. Son arrogance l'avait amené à sous-estimer un patient, sans se rendre compte que ce dernier détenait le pouvoir de remodeler l'institution qu'il avait toujours considérée comme acquise. La communauté apprit rapidement la transition. Les médias locaux couvrirent l'histoire, saluant l'engagement du nouveau propriétaire pour l'équité et la justice dans le domaine des soins de santé. Les groupes de défense des droits louèrent cette initiative, la qualifiant de pas décisif vers la lutte contre les biais systémiques dans les institutions médicales. Pour le nouveau propriétaire, il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de créer un précédent. Ils avaient transformé un incident d'humiliation en un moment de transformation, s'assurant que personne d'autre ne subirait le traitement dédaigneux auquel ils avaient fait face. L'hôpital n'était plus seulement un lieu de guérison, il était désormais un phare de changement. Le nouveau propriétaire ne perdit pas de temps à aborder la question qui les avait amenés à ce moment transformateur. Faisant venir le docteur Carter pour une réunion privée, ils maintinrent une attitude professionnelle mais ferme. Le médecin entra dans la pièce nerveusement, son habituel air d'autorité remplacé par une énergie anxieuse. Il évita le contact visuel direct, pleinement conscient de la gravité de la situation. « Docteur Carter, » commença le propriétaire, leur ton calme mais résolu, « votre comportement lors de ma visite ici était inacceptable. Rejeter un patient sans lui accorder l'attention ou les soins nécessaires n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est dangereux. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans cet hôpital. »
Le docteur Carter chercha ses mots, tentant de justifier ses actions. Il parla de stress, d'une mauvaise appréciation de la situation, mais ses excuses tombèrent à plat. Le propriétaire l'interrompit calmement mais décisivement. « Ce n'était pas une simple erreur, dirent-ils. Il s'agit d'un comportement récurrent. Et en tant qu'institution responsable des vies et du bien-être de notre communauté, nous ne pouvons tolérer les biais sous aucune forme. » Après une longue discussion, le docteur Carter se vit présenter deux options, démissionner immédiatement ou faire face à un licenciement. Reconnaissant l'inévitabilité de son sort, il choisit la démission, quittant l'hôpital avec sa réputation en ruine. L'hôpital publia une déclaration peu après, réaffirmant son engagement à offrir un traitement équitable à tous les patients et reconnaissant la nécessité d'un changement systémique. Avec la responsabilité immédiate assumée, le nouveau propriétaire concentra ses efforts sur une transformation à long terme. Ils initièrent une refonte complète des politiques de l'hôpital, en commençant par des formations obligatoires sur les biais et la compétence culturelle pour tout le personnel. La formation mettait l'accent sur l'empathie, l'écoute active et un traitement équitable garantissant qu'aucun patient ne se sentirait rejeté ou sous-estimé en fonction de son origine. De plus, le programme de défense des droits des patients fut revitalisé. Des défenseurs dédiés furent désignés pour garantir que les préoccupations de chaque patient soient entendues et traitées rapidement. Le nouveau système offrait un canal clair pour les retours, donnant aux patients une voix et au personnel une opportunité de progresser. Pour améliorer encore la responsabilité, le propriétaire introduisit des mécanismes de supervision renforcés. Des évaluations régulières de la performance furent mises en place et une politique de tolérance zéro pour les comportements discriminatoires fut explicitement instaurée. L'équipe de direction de l'hôpital adopta ces changements, travaillant aux côtés du propriétaire pour favoriser une culture de respect et d'inclusion. L'impact de ces réformes fut rapide. Les patients, qui auparavant hésitaient à se faire soigner à l'hôpital, parlèrent maintenant d'un regain de confiance et de confort. Le moral du personnel s'améliora, les membres de l'équipe exprimant leur fierté de travailler pour une institution engagée en faveur de l'équité et de l'excellence. La transformation de l'hôpital attira l'attention au-delà de la communauté locale. Les médias couvrirent les changements et d'autres institutions de santé cherchèrent à reproduire ce modèle. Le leadership du propriétaire devint une source d'inspiration, montrant que s'attaquer aux biais systémiques pouvait conduire à un système de santé plus compatissant et plus efficace. Par leurs actions décisives, le nouveau propriétaire ne s'est pas seulement réapproprié leur dignité, mais ils ont aussi redéfini l'hôpital en un lieu où chaque patient était valorisé. Leurs efforts ont déclenché un effet de vague de responsabilité et d'inclusivité dans toute l'industrie, prouvant que le véritable changement commence avec un leadership courageux. L'hôpital entama un nouveau chapitre sous la direction du patient, se transformant d'un symbole d'exclusion en un phare d'inclusivité et de soins compatissants. Les réformes de grande envergure mises en œuvre après l'incident redéfinirent non seulement la culture interne de l'institution, mais aussi sa réputation dans la communauté et au-delà. Le patient, désormais reconnu comme le leader visionnaire qui avait transformé un moment d'injustice en un mouvement pour le changement, travailla sans relâche pour garantir que l'hôpital vive pleinement sa nouvelle mission. Les politiques furent repensées pour prioriser un traitement équitable, la formation du personnel devint un pilier des opérations et les programmes de défense des droits des patients prospérèrent. Chaque coin de l'hôpital portait la marque de la transformation, reflétant un engagement envers la guérison, pas seulement physique, mais émotionnelle et sociale aussi. Le personnel ayant été témoin de l'incident initial exprima son admiration pour la persévérance et la détermination du patient. Beaucoup admettaient que les changements les avaient inspirés à réévaluer leur propre comportement et présupposés. Un nouveau sentiment de camaraderie émergea parmi les employés, poussé par l'objectif commun d'offrir des soins exceptionnels et équitables à tous les patients. Les patients aussi ressentirent le changement. L'hôpital devint un sanctuaire pour ceux qui avaient auparavant craint le jugement ou l'abandon. Les familles parlèrent de la gentillesse et de l'attention qu'elles recevaient et les anciens sceptiques revenaient avec une confiance renouvelée. Les membres de la communauté faisaient souvent remarquer la chaleur qu'ils ressentaient au sein des murs de l'hôpital, un contraste frappant avec son atmosphère précédente. La reconnaissance de la transformation de l'hôpital se propagea rapidement. Les organisations de santé et les groupes de défense des droits loussèrent l'institution comme un modèle pour aborder les inégalités systémiques dans le domaine médical. Des invitations à des conférences, des articles dans des publications et des partenariats avec d'autres institutions suivirent, consolidant la place de l'hôpital en tant que leader des pratiques de soins de santé équitables. L'histoire culmine avec le patient traversant l'hôpital un matin lumineux, leur présence accueillie par des sourires et des salutations de la part du personnel et des patients. Il s'arrête pour observer une salle d'attente animée, maintenant remplie de personnes de tous horizons,
chacune traitée avec respect et dignité. Non loin de là, une infirmière offre un mot réconfortant à un patient anxieux, incarnant la compassion qui définit désormais l'institution. Au fur et à mesure que le patient poursuit sa visite, il réfléchit au parcours, comment un acte de rejet a déclenché une transformation qui a eu un impact bien au-delà de leur vision initiale. Il s'arrête devant une plaque près de l'entrée qui dit « Pour chaque patient, chaque voix, chaque vie, l'équité est notre fondement ». La scène finale montre le patient debout à l'entrée de l'hôpital, observant les allées et venues des gens avec un sens renouvelé de l'espoir. Leur visage reflète une satisfaction calme et une détermination. Ils ont transformé une insulte personnelle en un héritage de progrès et de justice. L'histoire se termine sur une phrase poignante. Les soins de santé doivent de guérir, pas nuire. Maintenant, ils le font V.